j'avais des projets, j'avais une profession. Tout explose et l'impact se ressent même bien plus loin que là où ça a explosé. C'est vraiment ça. Tout de suite, je me suis dit, j'ai pas les droits de les abandonner. J'ai pensé à mon mari seul et quand j'ai eu les coups de fil, bizarrement, je n'ai pas voulu appeler mon mari. Bonjour à tous et bienvenue dans Nos vies, nos voix. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Quand on entend ce chiffre, on pense aux autres, à quelqu'un, jusqu'au jour où ce quelqu'un, c'est nous, ou quelqu'un qu'on aime. Dans nos communautés, on n'en parle pas assez. On minimise, on cache, on encaisse en silence. Aujourd'hui, on ouvre un espace vrai, simple et humain. Un espace pour comprendre, apprendre et briser ce silence. J'ai l'honneur d'accueillir Madame Mimi Moutachi, qui a traversé un cancer du sein au stade 3 et qui a choisi de partager son histoire avec nous. Bonjour Tanti Mimi, Bonjour Kelly. merci d'être là. Et comme d'habitude, nous sommes accompagnés de notre docteur et psychothérapeute Tchabou Djamani, qui va poser son analyse et son expertise sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Merci d'être là, docteur. Merci. Alors, Tantine Mimi, j'ai une première question pour toi. Tu t'es toi-même proposé à venir partager ton témoignage avec nous. Pourquoi c'était important pour toi d'en parler? Merci pour la question. Comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis une survivante du cancer de sein. Et je suis là pour parler de mon parcours, donner un témoignage et surtout sensibiliser. Sensibiliser la femme en général et en particulier celle de ma communauté. Voilà. Alors, j'ai une première question pour vous, docteur. Pourquoi est-ce si difficile dans notre communauté des fois de parler de la maladie, notamment une maladie qui touche un peu, on va dire, à l'intimité, notamment le cancer du sein? Je crois que c'est une question un peu de pudeur déjà, de ne pas exposer sa vie privée, intime. Oui, je pense que c'est une question de pudeur. C'est ce que je dirais, une question de pudeur. On ne parle pas trop des choses qui fâchent. C'est vrai en effet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit retour en arrière. Alors, qui étais-tu avant ce diagnostic? Comment tu voyais la vie? Comment tu vivais ta vie? Comment tu voyais la vie, oui? Mais comme tout le monde, je la voyais simplement. Mmh. J'avais des projets, j'avais une profession. Je venais d'ailleurs de commencer un, un travail Mmh. et je ne m'attendais pas, je ne pensais jamais. Et je voyais seulement qu'il y avait des maladies comme les cancers, comme tout le monde. Je ne m'imaginais jamais, en tout cas, que moi j'allais passer par là, en Mmh. fait. Mmh. J'étais comme une femme normale, Mmh. avec beaucoup de projets. Mmh. Mmh. Mm. Et du coup, tu dirais que tu prenais soin de toi, peut-être tu faisais du sport ou est-ce que voilà, ou tu vivais aussi normalement, comme on dit, normalement? Oui, je prenais soin de moi. Peut-être je ne faisais pas beaucoup de sport, mais ce qu'il faut dire, c'est que je ne m'intéressais pas non plus, hein, Mmh. à beaucoup de choses. Par exemple, comment prendre soin de sa santé. J'ai mangé comme tout le monde, voilà, sans Mmh. plus. OK, ça Ouais. c'est Peut-être qu'on peut un peu préciser, ça veut dire quoi comme tout le monde? Mais j'allais à l'hôpital quand j'avais peut-être mal quelque part. Je ne pensais pas aller faire une mammographie. J'avais des consultations gynécologiques. On ne m'en parlait pas non plus, hein. Mmh. Et tout allait bien, Mmh. dans les meilleurs de monde en tout cas. Donc comme tout le monde, ça veut dire: «J'ai un problème, je vais, me présenter en consultation», donc pas de dépistage, ni prise de sang, ni d'autres dépistages, chez le médecin? Avant, non. OK. Je n'ai pas consulté un médecin qui m'a proposé de faire une mammographie. Mmh. Mmh. Non. Et par rapport à l'alimentation, comme tout le monde, là, ça veut dire quoi?
Mais c'est parce que Kelly disait, me demandait si je faisais du sport ou je faisais attention à quoi, que je faisais pas vraiment du sport. Je ne mangeais pas non plus des fast-food, mais en fait, je faisais pas attention à ce que j'ai mangé. Mais maintenant, si. Mmh. Mais maintenant, si. Mmh. OK. Ça a son importance. Tout à fait. Voilà. Alors, tu as dit que tu faisais pas de dépistage ou autre. Beh, si on peut entrer dans le sujet, comment alors as-tu eu le diagnostic? D'accord. Mais en fait, moi, j'avais fait un voyage, au Congo. Déjà avant ça, je venais d'être engagée dans l'administration, hein, donc Mmh. c'était un nouveau travail pour moi et j'avais tout le temps mal, à la nuque et au niveau de la poitrine et j'ai consulté plusieurs fois mon médecin traitant et elle me posait des questions. Elle me disait: «Mais tu as commencé un nouveau métier?» Je disais: «Oui». «Tu travailles avec l'ordinateur?» Je disais: «Oui». Elle me disait: «Ah mais ça doit être ça» Mmh. et j'ai fait beaucoup d'exercices de kiné et bizarrement, ça me soulageait un peu. Et après, j'ai fait un voyage, au Congo pour aller voir mes parents. Je reviens 2 semaines après, à la pause midi, je vais faire, une petite course et j'ai fait une sorte de malaise Mmh. dans le magasin et je me suis dit: «Mais en fait, mon gynécologue, était parti en retraite». Je me suis dit: «Mais c'est peut-être mieux aussi que je puisse faire, trouver un autre gynécologue, Mmh. pour faire, des examens». C'est comme ça que j'ai appelé la clinique, pour demander un gynécologue Mmh. et j'ai eu un rendez-vous, je me suis fait consulter et à la consultation, le médecin m'a dit: «Mais j'ai l'impression que vous avez des kystes, mais ça c'est normal, toutes les femmes, ont ces problèmes-là, mais je propose quand même une biopsie». Mmh. C'est comme ça qu'on a fait la biopsie. 11 jours après, j'étais, au travail et j'ai eu ces coups de fil, ces fameux coups de fil, un certain jour comme ça à 15 heures. Waouh! Et mon médecin qui m'annonce: «Écoutez madame Poutou, il faut revenir vite, vous avez un cancer de sein, au Waouh! stade 3, Waouh! Donc on te l'annonce au téléphone au travail». et du coup, comment tu reçois cette nouvelle? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelle est la première chose à laquelle tu as pensé, si tu te souviens? J'ai pensé à mes enfants. Mon aîné, si je me rappelle bien, était en troisième primaire et mon cadet, 5 ans. Mmh. Je n'avais pas je Tout de suite, je me suis dit: «J'ai pas les droits de les abandonner». J'ai pensé à mon mari seul et quand j'ai eu les coups de fil, bizarrement, je n'ai pas voulu appeler mon mari parce qu'il était à son travail aussi. Mais mon amie qui est toujours avec moi, Tata Patty, elle était aussi à son travail. Mais j'ai choisi de l'appeler elle Mmh. pour pouvoir gérer cette situation. Mais c'était très dur. Déjà, le mot cancer, c'est fort. C'est très fort, Kelly. Je, n- je me voyais déjà dans un cercueil. Mmh. J'avais même localisé les cimetières dans ma commune. C'était juste là, quand j'apprenais la nouvelle, je me disais, bon, de toute façon, je vais mourir. Je serai enterrée pas très loin de mes garçons. Ils pourront venir. C'est des choses comme ça que moi, j'ai j'ai eu tout de suite dans ma tête. Voilà. C'était très fort. Je ne sais Mmh. pas si docteur, vous avez une question peut-être? Ben, déjà, je me dis, tu reçois le coup de fil, tu dis: «C'est très fort», tu penses à plein de choses. Tu restes au travail, tu continues à travailler, puis tu appelles la cantine, tu quittes le travail. Comment C'était vers 15 heures. OK. Bon, je me rappelle bien, ces jours-là, j'étais en train de manger une mandarine. Du coup, la mandarine n'avait plus la même odeur, en fait. Je voyais flou. Mon ordinateur, j'avais l'impression que l'ordinateur tournait comme ça et que j'entendais mes collègues de très loin. Mmh. Mmh. Et
quand j'ai parlé avec ma copine, elle m'a rassurée. Je me suis déplacée un peu. Mhm. Elle m'a dit: «Calme-toi». Elle a pleuré avec moi au téléphone, juste pour m ça m'a soulagée, hein, ça m'a soulagée un peu et puis, j'ai attendu. J'étais en fait scotchée sur, je ne pouvais même pas parler aux collègues parce que je ne pouvais pas annoncer cette nouvelle, donc je pense que je suis restée assise j comme ça pendant 45 minutes, 1 heure. Il était déjà 16 heures et j'ai appelé mon mari qui travaillait pas très loin Mhm. de mon travail aussi, je lui ai dit: «Est-ce qu'on peut se voir à la gare du Nord? On va rentrer ensemble à la maison». Il m'a dit: «Oui», mais il soupçonnait rien Mhm. et quand on s'est vu à la gare du Nord, je lui ai juste dit: «J'ai un cancer, je vais mourir». Bam. Bam. Et comment il a pris ça? Hem, j'ai un mari qui a un mental très fort. Il a vite pris les dessus et d'ailleurs, je ne cesserai jamais de le remercier. Il a été là, de la gare du Nord ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui et il m'a juste dit: «On va se battre». Mais malgré tout ça, quand il me disait: «On va se battre», intérieurement, je me disais: «C'est lui qui le dit». Mais là, j'ai entendu des choses bizarres au téléphone. Triple négatif, c'est quoi en fait? Je me voyais, chauve, je me voyais très maigre, heu, je m'imaginais beaucoup de choses. Mais je ne me rappelle pas de beaucoup de le parcours de la gare du Nord jusqu'à la maison. Mhm. Mais on avait, je crois, le lendemain, le médecin m'avait demandé de revenir parce qu'il devait me parler de la suite. Mhm. Mhm. Donc voilà. Et du coup, est-ce que quand vous rentrez à la maison, vous annoncez ça aux enfants ou bon, après ils étaient encore très jeunes, comme tu l'as dit plus tôt, mais est-ce que c'est quelque chose que on a annoncé, ok, tu l'as annoncé à ton mari, tu l'as annoncé à ta copine, et après ça, on l'annonce à d'autres personnes ou pas tout de suite? J'ai annoncé à ma mère, Mhm. à mes sœurs et à mon église. Mm. J'étais accompagnée par mon église, mon pasteur, euh, la femme du pasteur, paix à son âme, et aussi les frères et sœurs qui étaient dans l'église. Mais je ne pense pas, j'ai annoncé au fur et à mesure. Mhm. Mais les enfants, j'ai pas pu. Mm. Je n'ai pas pu, ils étaient tout petits. Quand je regardais dans les yeux, surtout de mon cadet, je me disais, mais il va se retrouver orphelin dans pas longtemps. Il va se retrouver orphelin de mère. Mm. Mais on devait d'abord aller à l'hôpital, en fait. Mhm. Voilà. Mhm. Alors, docteur, j'ai deux petites questions pour vous. Alors, la première, c'est, j'ai remarqué que dans son témoignage, il y a des détails dont elle se rappelle très Mhm. précisément, et puis il y a un moment où flou. C'est ça. Comment ça se fait? Comment on explique ça? Je pense que c'est notre esprit qui est sélectif. Il va retenir ce qui va lui paraître important à ce moment-là, là où son émotion a été peut-être plus importante ou quoi. Je pense que c'est la sélectivité de la mémoire, on ne retient Mhm. pas tout. On peut retenir des détails peut-être dérisoires, mais qui avaient l'importance pour nous à ce moment-là. Mhm. Et puis le reste, voilà, ça passe à la trappe. Mhm. Voilà. Non, c'est une manière de se protéger, en fait, aussi, Aussi, quelque part. oui, tout à fait, tout à fait. Et ma deuxième question, c'était, il y a beaucoup, donc il y a des idées reçues qu'on a du cancer. Donc comme elle l'a dit, je pensais que j'allais mourir, je me voyais chauve. Voilà, donc quels sont les mythes connus, on va dire, Mhm. du cancer, qui peuvent être vrais ou pas vrais, je pense qu'on va le développer plus tard, mais quels sont les mythes qui sont autour de, à part ce qu'elle a déjà cité peut-être, qui sont autour du cancer ou des idées reçues? Je pense qu'elle a un peu tout balayé, cette impression de mort imminente. On se dit: «Ah, cancer égale je vais mourir». Alors que finalement, le cancer du sein, aujourd'hui en Belgique, le taux de survie à 5 ans, c'est 91,6 %. C'est Oui. énorme, mais je vais mourir. Mhm. Et ici, je reviens sur le fait de l'annonce. On dit que l'annonce du cancer, c'est comme l'effet de souffle d'une bombe. Mhm. Tout explose et l'impact se ressent même bien plus loin que là où ça a explosé. C'est vraiment ça.
les collègues qui sont à côté mais qu'on entend de loin, la vue qui est trouble. C'est vraiment une bombe en fait Son qui monde qui s'arrête, en explose. fait, un Oui, peu, quelque part. vraiment, c'est vraiment une bombe. Il y a l'avant et l'après, et des choses qui semblent solides s'écroulent. Elle vient de commencer un travail, nanana, elle a une vie établie, elle a son mari, elle a ses enfants. Tout va terminer, elle va mourir, ses enfants vont devenir pas veufs, mais Orphelin. orphelins, son mari veuf, c'est vraiment une explosion. Mhm. Alors que d'autres maladies, bien sûr, une maladie grave, ça nous impacte, mais le cancer a cette connotation de mort imminente. Mhm. Avec la chimio, que tout le monde n'a pas nécessairement, hein, perte des cheveux, perte de poids avec la chimio également, ou parfois prise de poids avec des corticoïdes et des choses comme ça. C'est la mort, la perte de cheveux, être mutilé quelque part si on enlève, par exemple ici, un sein ou 2 seins, ça dépend du contexte, mais oui, je dirais que c'est ça ce qui me vient à l'esprit, c'est la Mhm. mutilation, les cheveux, perte de poids, se retrouver comme ça décharné, c'est pas juste perdre du poids, mais oui, être décharné, c'est vraiment le mot qui me Mhm. vient. Je pense que c'est un peu ça qui me vient à Mhm. l'esprit comme Mhm. connotation. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, tantine Mimi, quand le médecin t'a appelé au téléphone Mhm. et qu'il t'a annoncé la nouvelle, est-ce qu'il t'a donné d'autres informations ou c'était vraiment juste ça et on se retrouve le plus tôt possible? Mais en fait, lui, au départ, il voulait pas me l'annoncer Ok. au téléphone. Ça, il faut que je le précise. Mhm. Il m'a juste dit: «Madame Poutou, vous devez venir à la clinique, les résultats sont sortis». Parce que entre la biopsie et les résultats, je crois que c'est 11 jours comme ça et j'ai insisté. Mhm. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Bah, en fait, je disais: «Mais, docteur, dites-moi qu'est-ce qui se passe et tout», mais je Mhm. crois que lui aussi, il était occupé, hein. Mhm. Il n'allait pas rester avec moi au téléphone en train de me dire: «Venez, venez». Bah, il était obligé de me dire: «Vous avez un cancer» Mhm. et au stade 3. C'est très agressif. Est-ce que tu as regretté d'avoir insisté à un Mais moment ou à est-ce un que autre? je me demande, est-ce que j'avais les choix? J'ai paniqué. J'ai paniqué, je me suis dit: «Si un médecin m'appelle, comme ça, au téléphone en me disant: «C'est urgent, demain il faut venir». Mais moi je n'allais pas dormir, hein, Mhm. comme ça, hein. Mhm. Fallait qu'il me l'annonce, voilà, Mhm. Et qui crève l'abcès en soi. voilà. Mhm. Mhm. Mmh mh. Et c'est bien, c'est important que tu précises que tu as insisté pour savoir quoi. Mmh. Parce qu'on pourrait se dire, waouh, quand même. Après, je dis Je, pas que ça n'existe pas, hein. Mmh. je Il me prend suis son dit waouh. téléphone, il appelle, vous avez un cancer, venez demain, tac, merci. C'est terrible. Mhm. Mais en C'est même très temps, il y a violent. quelque chose qui est un peu biaisé. À partir du moment où il téléphone pour demander de venir, on se demande quoi? Voilà. Ouais, ce qui aurait peut-être été bien, enfin, je ne sais pas, c'est que on fait l'examen et puis on vous donne d'office un rendez-vous. Mhm. On sait que ça sort dans 10 jours, par exemple. On vous donne un rendez-vous dans 10 jours. Peut-être qu'on vous dira tout est négatif, tant mieux. Et puis s'il y a un cancer, au moins vous êtes là, dans un cadre et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il téléphone, et si c'est en plus lui-même qui a pris son téléphone pour appeler, on se dit, le médecin Bizarre. m'appelle juste pour me donner un rendez-vous, ça c'est Mhm. un peu bizarre. Moi, je voulais juste revenir sur la biopsie qui a été faite. Il y a eu une mammographie, échographie, ou bien il a juste palpé, il a décidé de faire une biopsie? Ça, j'ai pas très bien compris. Mais en fait, quand j'ai eu les rendez-vous, c'était la 1re fois que je le vois parce que Oui. je n'avais plus de gynécologue. Hem, à la consultation, il m'a tâté, il n'a pas fait une mammographie en fait. Ni une C'était juste une échographie. consultation. Ok. Quand il m'a consultée, il a constaté qu'il y avait des boules. Mhm. Mais le regard en fait, avec un peu de recul, je le voyais, mais quand il touchait ces seins-là, il revenait toujours sur ces seins-là Mhm. et il m'a dit à la fin, je pense qu'il voulait pas aussi m'alarmer à ce Mhm. moment-là. Il Mhm. m'a dit: «Vous savez, beaucoup de femmes ont des kystes, hein, Mhm. mais pour être sûr, on va faire une biopsie». Mhm. Ok. Quand on me dit biopsie, on entend biopsie. C'est après quand je suis rentrée à la maison, je commençais à me documenter. La biopsie, c'est pourquoi en fait, et c'est en fait, je reviens sur l'annonce. Un médecin qui vous appelle, qui vous donne qui vous dit: «C'est urgent, demain, vous devez venir». Et là, moi, j'ai dit: «Si il faut qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, c'est maintenant, pas Mhm. demain». Au moins demain, je saurai pourquoi Mhm. je vais aller.
le voir. Donc, c'était pas lui. Bon, après, quelqu'un peut se dire, mais comment un médecin peut annoncer une mauvaise nouvelle comme ça au téléphone? Non, c'est moi. Mmh. C'est moi qui ai demandé. Mais c'était biaisé de toute façon. Voilà. Je pense que j'aurais fait la même chose. Et du Voilà. coup, donc vous avez pris rendez-vous le lendemain, c'est ça? Oui. Tu y vas seule? Non, Accompagnée? non, non. J'en aurais été incapable. Mhm. J'étais entre parenthèses, dans un autre monde. Mm. Moi, je ne pensais pas au traitement. J'avais perdu un frère quelques années avant. Bizarrement, je me voyais avec lui quelque part. Mm. Je me disais, bon, en fait, si je dois partir, je vais partir, mais mes enfants resteront quand même avec leur père. Mais je n'étais pas dans l'esprit de, allez, il y aura un traitement, Mhm. je vais m'en sortir. Et voilà, le lendemain, je suis partie avec mon mari, tonton Didier. Et là aussi, je captais rien. Les médecins commençaient à dessiner des choses sur un tableau en disant, voilà, le cancer qu'on a découvert, il est comme ça, comme ça. On va commencer par faire, je crois, 5 jours après, ils proposaient de faire une intervention. Les nodules étaient assez quand même importants. Il a proposé d'opérer et de passer à la chimio après la radiothérapie. Mais je pense, ça je saurais, c'est mon mari qui a pris, à ce moment-là, c'est mon mari qui a pris le relais. C'est lui qui comprenait les choses, moi je ne comprenais rien. Déjà être dans cette salle et voir, on est en train de dessiner des choses au tableau, on dit on va faire ça, vous voyez le nodule, il est comme ça, on va opérer, on va faire les ganglions, tout ça, Du chinois. c'était trop lourd pour moi, voilà. C'est mon mari en tout cas qui a compris pas mal des choses à ce moment-là. Et du coup, combien de temps après le traitement commence, du coup, après ça? L'opération, oui. Mm. J'ai été opérée, on a enlevé le nodule, ils ont essayé de... Voilà, il y a déjà la pause de... Non, d'abord l'opération. Et là, c'est là où je me dis, mais bon, tant qu'on y est, qu'est-ce qu'il faut? Tu veux pas que tes enfants restent, tu veux pas que ta famille puisse encore pleurer une fois, tu ne veux pas, il faut te battre maintenant. Mm. Il faut opter pour la vie. Voilà. On voit clairement dans son témoignage qu'il y a une partie, que d'ailleurs on dirait que la partie mentale est presque plus importante que la partie physique. Quand il y a une maladie, est-ce que la guérison dépend aussi de nous et de la décision qu'on prend? Moi, je pense que oui. Mm. Parce que pour moi, en tant que psychothérapeute et généraliste, ben, le mental influence le physique et le physique influence le mental. Mais je pense que la force mentale, la santé mentale Mm. va vraiment impacter le reste. C'est parce que je suis suffisamment bien, forte, on appelle ça comme on veut, dans ma tête, que je peux mieux supporter les choses. Mhm. Parce que ce n'est pas nécessairement évident. Hein. Mm. Vous avez parlé d'opération nodule, donc on a juste enlevé le nodule, pas le sein, c'est ça? Non, pas, juste le nodule. Juste le nodule, Mm. mais opéré, et 5 jours après, c'est ça que vous avez dit? Oui. Donc c'est hyper rapide. Oui. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer, j'ai pas encore intégré à la limite, je suis déjà opérée, voilà. Et s'il n'y a pas cette force intérieure, et puis la force de l'entourage aussi, hein, il y a le mari qui est là, qui gère, qui comprend, il va t'expliquer, enfin voilà. On peut se reposer sur lui, ça c'est vraiment précieux, mais le mental, moi je pense que c'est hyper important. Petite parenthèse, je pense à une personne ce n'est pas un cancer, mais elle a subi des traitements assez invasifs, difficiles par rapport à ses poumons. Elle a tenu le coup, ça s'est bien passé. Quelque temps après, rebelote, et là elle s'est dit ouais c'est bon, et elle est morte très rapidement. Mm. C'était la même situation, elle avait la même santé physique, on va dire, mais elle a lâché, elle a dit non, c'était hyper dur, j'ai supporté, mais pas 2 fois. Mhm. Non, peut-être que... Voilà, enfin, moi je pense que c'est quand même hyper important, Mhm. et c'est pour ça qu'il faut toujours s'occuper et du physique et du mental Mhm. dans toutes les circonstances, quoi. Mhm. Et est-ce que à l'hôpital on propose un accompagnement psychologique ou pas du tout? Bien sûr, mais je voudrais revenir sur le mental. Mhm. Et d'ailleurs,
Quand j'ai parlé, j'ai échangé avec les médecins, les infirmiers, on vous prend tout de suite en charge, hein. Il y a OK. toute une batterie, il y a tout, hein, il y a tout, voilà. Et ils me disaient: «C'est le mental. Mmh. Si vous n'avez pas le mental, on peut opérer, vous pouvez avoir, la chimio, la radiothérapie, mais au final, vous pouvez, perdre cette bataille». Il y a le mental, il y a l'environnement. Mmh. Si vous avez un environnement sain, ça vous permet aussi de maintenir ces mentales-là Mmh. à un niveau assez élevé. Mmh. Mais si vous êtes dans un environnement où on vous voit aussi mourir, Mmh. où on a pitié, moi, il y a une chose que j'ai pas acceptée quand j'étais malade, c'est la pitié. Raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup accepté des visites Mmh. chez moi. C'est la pitié. Parce que j'étais déformée. Physiquement, on ne me reconnaissait vraiment pas. Surtout avec la perte des cheveux, j'avais rien. Moi je disais à l'époque, j'ai un regard de mort. J'avais des ongles qui étaient tout noirs. Je marchais difficilement. Voilà. La pitié, je ne voulais pas. Mais j'avais un environnement, vraiment que ce soit professionnel. Mes amis étaient super, vraiment bienveillants. L'église aussi. Mais je ne voulais pas beaucoup de visites parce que, bon, après, même ma mère, pour une mère, c'était difficile. Moi aussi, je n'allais pas supporter de voir ma mère me regarder comme ça, Mmh. pleurer tout le temps, ça n'allait pas m'aider. C'est vraiment important, que ce soit pour le cancer ou une autre maladie, choisir un environnement sain. Mmh. Nettoyer son environnement. Sinon, c'est difficile. Mmh. Voilà, C'est Et intéressant, se choisir son environnement, oui. voilà. parce que, bon, hein, on a le mari qu'on a, les enfants qu'on a, l'entourage, mais ça laisse cette idée de quand même de choix. Peut-être que certaines personnes, même très proches par le sang, ou je vais peut-être pas leur annoncer, je vais peut-être pas les fréquenter, parce Mhm. que c'est important que je puisse me préserver, et l'entourage peut être quelque chose de défavorable s'il Mmh. n'est pas sain, comme tu dis, s'il n'est pas soutenant, Mmh. certainement, oui. C'est intéressant, ça, choisir. Oui, c'était très intéressant. Et du coup, je sais que tu as parlé de ton pasteur et sa femme. Est-ce que cette annonce-là, est-ce que tu as pris un coup dans ta foi par rapport à ça? Je pense que oui, et ça, c'est difficile aussi à gérer. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Pendant longtemps, jusqu'à ce que j'apprenne que j'ai les cancers, Mmh. j'ai toujours pensé que Dieu est amour, Mmh. il nous protège, c'est ce on nous enseigne. Les gens qui prient, Mmh. ils sont protégés. Et moi, j'ai me posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, Mmh. pour mériter ça? Il est où, c'est Dieu? Maintenant, moi, je vais laisser mes enfants. J'ai été créée pour ça. Mais en même temps, on commence à penser à des événements passés. On dit, mais il y a X années, j'ai vécu ça, c'est toujours les mêmes dieux. Ils ne voient pas que j'ai déjà subi assez sur cette terre. Mmh. Maintenant, ils m'envoient encore un cancer. C'est difficile. Mmh. C'est difficile d'en parler. Parce que moi, je me rappelle, je crois que c'était à la 2e chimio. Mmh. Chaque soir, quand j'allais dormir, c'était tellement difficile. Et j'avais qu'une seule prière que j'appelais prière. Mmh. Je disais, puisque c'est ces dieux-là, je disais, mais que demain, je ne puisse pas me réveiller. Ça, c'était l'état de ma foi à ce moment-là. Mmh. Je n'acceptais pas. Je disais, qui est ces dieux qui peut m'envoyer ça? Qui est ces dieux qui peut laisser un mari avec des enfants comme ça? Mmh. Sans oublier que mes enfants, à un moment donné, prenaient soin de moi sans comprendre. Bon, ils avaient compris quand même, hein. Mmh. Ils avaient compris. Compris que tu étais malade. Oui, Ok. oui. Mmh. Parce que mon mari, en fait, il avait épuisé tous ses congés, il m'accompagnait partout. À un moment donné, il fallait bien aller travailler. Mmh. Et donc, je me rappelle bien, le matin, il me laissait juste peut-être des céréales sur la table de nuit, de l'eau. Je restais seule. Les parents de l'école de mes enfants s'organisaient pour venir les déposer après 15 heures.
Je ne savais pas marcher à un moment donné. Mhm. Mais mon fils aîné n'avait que 9 ans. Et c'est lui qui me prenait par la main, qui m'accompagnait jusque devant la toilette et me disait, quand tu finis, tu toques, hein, maman. Wow. Il me reprenait encore jusqu'à la chambre ou dans le fauteuil. Donc, il avait compris que maman avait un sérieux problème. Et comment vous viviez ça, que ce soit le petit qui dit: «Maman, je vais m'occuper de toi, je vais venir te prendre», Je pense que c'est là aussi que je me suis dit, tu n'as pas le droit de les abandonner. Mmh. Eux, au moins, ils ont le mental. Mmh. C'est pas facile de voir sa maman comme ça, tu ne vas pas les abandonner. Mmh. Il faut que tu puisses te battre. Mmh. Surtout les cadets, il était petit, il était en maternelle. Et je voyais, je me disais, moi, je suis l'aîné, hein, je suis l'aîné, oui. Mais je me disais aussi, mais ça veut dire que si je pars, Gabriel, les cadets, sera à la charge de Maxime, l'aîné. Donc moi, ces histoires-là, je n'en veux pas. Donc il faut que je me batte, en fait. Et je Mmh. faisais aussi une autre prière après. Je disais, ah, bah, si Dieu veut me garder encore un peu, il faut qu'il me garde jusqu'à ce que je puisse voir mes enfants aller à l'université. Mmh. Donc du coup, la prière a changé. Voilà, la prière a changé OK. après. Et vous avez pu parler au pasteur de vos questions, par rapport à Dieu qui permet, des choses que vous n'acceptiez pas? Vous avez pu en parler pour essayer de comprendre un peu? Oui, beaucoup. OK. Et d'ailleurs, je lui dis un grand merci. Et aussi à sa femme qui est entre-temps décédée. Il a été très disponible. Mm. L'Église a été très disponible pour moi. Mmh. Et je voudrais au fait souligner quelque chose ici. Parfois, les gens disent, ah, mais si tu pries, il faut beaucoup plus privilégier la prière que les soins médicaux. Mmh. Non, ce n'était pas mon cas. OK. On m'avait incité à aller me faire soigner et à côté, il y avait la prière. Même Bien si sûr. ma foi avait pris un coup, Mmh. mais j'étais dans en tout cas, si on peut parler de l'Église, j'avais un bon environnement. C'est ça. Voilà. Mmh. Mais c'est important ce que tu précises ici, que parfois, malheureusement dans certaines églises, on va dire: «C'est Dieu qui guérit, il faut prier, jeûner», tout ce que vous voulez. Et moi-même en tant que croyante, pratiquante, il faut prier bien entendu, Mhm. il faut continuer à mettre sa foi en avant, mais ça n'empêche pas de faire les soins. Ça Mm. n'empêche pas de faire les soins. Ceux qui donnent les soins ont reçu leur intelligence de Dieu aussi. Si on est dans le contexte religieux, c'est pas un truc inventé par des hommes. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne aussi. Et c'est important de se dire finalement, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mhm. Donc Dieu, je le prie, je lui demande le courage. Je peux crier vers lui aussi, hein, parce que par rapport à la maladie et particulièrement au cancer, on passe par plein de phases différentes, au niveau émotionnel, au niveau mental aussi. D'abord, elle dit, c'est pas possible, comment je peux avoir un cancer? On peut être en colère, mais pourquoi moi? Je fais tout bien et maintenant, voilà, j'ai un cancer. On peut être désespéré, ça y est, c'est foutu, je vais mourir. Il y a toutes ces phases-là et on peut, dans des prières particulières, c'est pas la prière classique, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? C'est une prière aussi, vous voyez? Donc, on rend à Dieu ce qui est à Dieu, on continue dans la prière, mais à côté de ça, il y a des médecins, il y a des psychothérapeutes. Dieu, comme on dit, il va pas redescendre sur terre pour prendre soin de nous. Il a laissé des missions à chacun des personnes qui a un rôle à jouer. Et ça, c'est important de se dire chacun son boulot. Dieu, on va dire, il chapeaute tout, mais il va aussi intervenir par les hommes. Et donc, rester à prier sans se soigner, ça n'a pas de sens. C'est criminel, moi, je trouve, de donner ce conseil-là à des personnes qui sont déjà fragilisées par la maladie. Vraiment. Voilà. Oui, Ouais. je suis totalement d'accord avec vous, que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos communautés. Je pense que c'est pas des choses qui vont à l'encontre l'une de l'autre, mais Certainement pas. ça peut travailler ensemble. Non, ça On travaille prie, ensemble. Ça travaille ensemble, Ça travaille exactement. ensemble, oui. On prie et on prend soin de Tout nous à aussi. fait. Oui. Et on peut même prier par rapport aux soignants qui sont là. Exactement. Seigneur, c'est toi, via ce soignant, qui va faire quelque chose. C'est toi qui vas m'amener, par exemple, l'histoire que vous racontez. Moi, je suis médecin généraliste. Je suis surprise que le médecin directement fait une biopsie. Parce que moi, j'aurais imaginé, il sent quelque chose, j'aurais passé par la phase
mammographie, échographie et tout. Peut-être qu'il était tellement sûr de son coup qu'il s'est dit que plutôt que de perdre le temps de faire l'examen et puis après de faire la biopsie, il est directement passé par la biopsie. C'est extraordinaire ça. D'ac- Déjà, quelque part, on pourrait voir la main de Dieu. Se dire Ouais. que, tac, j'ai jamais vu ce monsieur, premier examen, il me voit, tac, mammographie, non, biopsie et tout ça. Mm. Pour moi, on peut voir la main de Dieu aussi. Oui. Donc, pourquoi s'empêcher de laisser Dieu agir dans notre quotidien à travers tous les intervenants qu'il met sur notre route? Vraiment, et c'est super important que tu as pu ramener cet aspect des choses, que tu avais une église saine, du coup, Oui. qui faisait son travail d'église, Mm. de t'accompagner par la parole de Dieu, Mm. par la prière, par le soutien, et de te dire, le reste, nous, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, va chez ceux qui le font. Ça, c'est... Je Voilà. suis d'accord. Et d'ailleurs, mon pasteur, à chaque chimio, il prenait toujours de mes nouvelles, comment ça s'est passé. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les frères et sœurs qui étaient au courant. Il prenait des nouvelles, Mhm. il m'a encouragée. C'est ça. Et voilà, c'est très important. Mhm. C'est très, très important. Déjà, quand on est dans cette situation, on est fragilisé. Juste peut-être que tu cherches par rapport au fait d'être fragilisé, tu savais pas marcher, tout ça. Et ça me fait penser, j'ai une collègue, je travaille dans une maison médicale où il y a plusieurs femmes quand même qui ont eu un cancer du sein. Je pense que c'est une femme sur 8, on dit. Oui. Voilà. Et, l'une d'elles me disait, mais ils nous rendent malades avec le traitement. Ça veut dire que au départ, peut-être on ne sent rien, on va bien. Ah, vous avez un cancer, ok, on commence le traitement. Et c'est là, quelque part, qu'on est malade. Voilà. Avec les chimios, on ne sait plus marcher, il y en a qui n'ont plus d'appétit, il y en a qui vomissent. Et c'est particulier, on est en bonne santé. Pour retrouver la vraie santé sans le cancer, on passe par la maladie. On ne sait plus marcher, on ne sait plus ci, on ne sait plus ça. C'est quand même particulier aussi, ça, de se dire... D'où l'importance du mental. Parce que je dis, attends, j'étais en bonne santé, maintenant ils me rendent malade, c'est quoi la logique Voilà. Mais je suis d'accord parce que après, moi j'avais une vie, j'aimais bien par exemple les chaussures, j'aimais bien des belles robes, mais quand quand j'ai fait ma chimio, c'était difficile. J'ouvrais ma garde-robe et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est là où je me suis rendu compte que la vie, en fait, à un moment donné, il faut qu'on se prenne un peu au sérieux. Quand on n'a plus la santé, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. On peut tout vous mettre sur la table, mais quand vous n'avez plus la santé, vous ne savez rien faire. C'est vrai. Voilà. Et justement, c'est justement sur cette voie-là que je voulais aller. Ton image de toi en tant que femme. Oui. Tu as dit qu'il y a eu perte de cheveux, perte de poids. Comment tu te sentais quand tu te regardais dans la glace, en fait? Je ne Est-ce que dirais tu te pas que je sentais me sentais toi-même? moche, mais je dirais que je me sentais spéciale. Mais pas pour ce monde-ci. C'est-à-dire? C'est pour l'au-delà, en fait. Parce que j'avais un regard, je me regarde. D'ailleurs, j'évitais de me regarder dans le miroir. Et je me rappelle quand j'ai fait la première chimio, j'avais des beaux cheveux avant, comme tout le monde. C'est pas tombé. Et puis, deuxième chimio, j'ai dit, ah, mais mes cheveux sont encore en place. Et l'infirmière m'a dit, mais vous savez, madame, c'est pas toutes les femmes qui perdent les cheveux. Et là, je me suis dit, moi, je dois être dans ces pourcentages. Là, moi, je ne veux pas perdre mes cheveux. Deuxième chimio, je me réveille un beau matin, sur l'oreiller. C'est vraiment mes cheveux qui étaient sur l'oreiller. Et là, mon image a commencé à changer. Et j'ai pensé, j'ai regardé mon mari, je me disais, mais il voit qui en fait? Mais lui, il ne bougeait pas. Hein. Il avait toujours ces regards-là, il était toujours amoureux, il a pris tout ça sur lui. Et il ne s'efforçait pas. Hein. Mais je n'ai jamais pensé, je dis, mais il va me laisser, non. Parce qu'il était là, le mental, c'était beaucoup plus lui. J'avais des failles, mais lui, il me relevait toujours. Je me sentais, j'ai pas eu une perte de poids, oui, au début, mais j'ai eu une prise de poids. Okay. Vraiment une prise de poids. Hein. Et
Mais là, c'était pas important pour moi. Prendre du poids, ablation de quoi que ce soit. Moi, on pouvait même me couper les jambes. À partir du moment où on me rassurait que je vais guérir pour poursuivre mes enfants, pour rester en vie, quoi. Les physiques, pour moi, m'importaient peu. Mais c'était guérir à tout prix. Et docteur, justement, la transformation du corps, etc., avec la féminité, quels effets ça peut avoir sur une femme qui passe par un traitement aussi agressif? Ça dépend de tout un chacun, bien sûr, et de l'entourage, mais on peut avoir des affects dépressifs, ne pas se reconnaître, se trouver moche. Heureusement, vous vous trouviez pas moche, c'est plutôt spécial, c'est sympa. Spécial, mais bon. Mais se trouver moche, ne plus avoir envie d'avoir des relations avec son mari, se cacher de son mari et quelque part créer une distance, alors que justement on a besoin d'être proche avec son mari. Vraiment, on peut, voilà, enfin, tu évitais de te regarder, mais s'enfermer dans quelque chose où on a un rejet presque de soi-même, voilà. Et donc quelque part, ça va venir être un peu un cercle vicieux. Déjà, il y a la maladie et tout le reste, et puis je ne me reconnais plus, je ne m'accepte plus. C'est encore une couche pour avoir un mental affaibli encore. C'est vraiment... oui. Parce que ici, finalement, tu as perdu tes cheveux finalement et tout ça, J'ai tout mais perdu. voilà. Les cils, c'est tout. Les cheveux, c'est quand même la féminité et tout ça. Moi, j'ai entendu beaucoup de femmes qui, le cancer, oui, la chimio, tout ce que vous voulez, on peut supporter, mais gardez-moi mes cheveux. C'était important pour elles. Bon, elles les ont perdus quand même, mais tout ce qui fait mon identité, alors après, on peut discuter, est-ce que c'est l'identité de la femme d'avoir des cheveux ou pas, mais en tout cas, ce que moi, je considérais être comme mon identité de femme, je ne l'ai plus. Je reviens encore à l'explosion. Tout est balayé. J'avais un peu mes références et tout ça. Et quelque part, il faut garder le cap quand toutes les balises ont sauté. Donc, ça peut vraiment avoir un impact. Moi, je dirais surtout au niveau dépression, image de soi et tout ça, et nous affaiblir, quoi. Et le traitement a duré combien de temps? Je peux dire 8 mois, comme ça. 8 mois. Oui. Et la dépression, elle était là, hein. Ça, on ne peut pas le nier. Je pense que j'ai passé quand même un bon moment en dépression, mais je ne sais pas si dans notre communauté, si on parle vraiment de dépression ouvertement, mais c'était difficile parce qu'à un moment donné, je me retrouvais quand même toute seule. J'ai pensé à moi. J'ai consulté les psychologues de la clinique. J'ai été bien entourée. Et aussi, le fait chaque fois que vous allez à l'hôpital ou à la mutuelle, on vous dit que vous êtes considéré comme malade, catégorie maladie grave. Et vous vous posez des questions, ben bon, oui, j'ai un cancer, mais après, je suis cataloguée comme quelqu'un chez les malades graves. Mais qu'est-ce que je deviens en fait, moi? Et je me souviens, la psychologue de la clinique, quand j'ai perdu mes cheveux, m'a parlé de la perruque. M'a dit, vous savez que vous avez droit à une perruque. Et c'est là où je me suis dit, mais là, maintenant, il faut que tu prennes des bonnes décisions. Tu veux la perruque ou tu veux assumer? Tu veux te montrer comme tu es à cause de cette maladie pour sensibiliser ou pas? Ou tu veux cacher? J'ai dit non, je vais assumer. Et j'ai dit, plus jamais je ne porterai des perruques, pas parce que j'ai quelque chose contre les perruques, mais parce que la maladie a fait que je puisse assumer mon état et que je pense que je suis bien comme ça. J'ai appris autre chose. J'ai appris à nouer les foulards. J'ai appris à assumer mes cheveux qui commençaient encore à pousser. Et voilà, je suis depuis, j'ai dit plus de perruques dans ma vie. Wow. Et est-ce que tu dirais que cette maladie t'a changé? Beaucoup. Beaucoup, Kelly. C'est aussi le but de ma présence aujourd'hui ici. Je ne vois pas la vie comme avant. Après cette maladie, j'ai beaucoup plus l'envie de vivre et pas peur de mourir en même temps.
Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà tâté l'autre monde. J'ai Waouh. déjà un peu. Mhm. J'ai déjà vu un peu. Mhm. Et je me dis, je suis en vie. C'est comme un clin d'œil. Les cancers de sein, pour moi, c'est c'est un clin d'œil. On m'a dit, attention, il faut vivre. Je ne suis plus la même. Et d'ailleurs, je pense que avec la chimio, la radiothérapie, forcément, on n'est plus la même. Et on a des difficultés à nous faire accepter avec cette nouvelle identité. Les gens ne comprennent pas pourquoi Mimi d'avant et peut-être Mimi des différentes maintenant. Moi, j'ai des priorités. Moi, je ne sais plus m'attarder sur d'autres choses que je fais comme avant. Je ne sais pas faire. J'ai d'autres priorités. Mes priorités doivent être très cadrées. Si ça ne rentre pas dans ces cadres-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis une nouvelle Mimi, mais j'ai gardé aussi, je n'ai pas oublié le passé, je n'ai pas oublié, mais j'ai vu autrement. J'ai vu, je peux même dire, j'ai vu plus l'instant présent. Parce que je me dis, c'est ça qui m'appartient. C'est ça. Sans penser à la rechute, sans penser que je suis en rémission. Parce que même quand je pose à l'oncologue, est-ce que vous pouvez me déclarer guérie? Elle dit jamais. Alors un jour, je lui ai posé la question, il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Je dis, mais on m'a dit la rémission, c'est 5 ans, mais vous pouvez me déclarer guérie? Elle ne m'a pas répondu. Et ces jours-là, je me suis dit, je ne poserai plus cette question. Dans ma tête, je suis guérie. Et je continue mon chemin. Mais je continue encore comment dire, je retourne à l'hôpital pour les suivis de temps en temps, voilà. Donc, une question que je n'avais pas pensé poser, mais qui me vient. Donc, on ne guérit pas, en fait, du cancer du sein, comme tel. Alors là, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Parce que le fait d'avoir eu un cancer fait qu'on a plus de risques d'en faire un deuxième par rapport à quelqu'un qui n'en a jamais eu. Mais on n'a pas de moyen de pronostiquer qui va en refaire un ou pas. C'est un risque, enfin un facteur de risque qu'on a en plus. Manque de bol, on en a eu un, on pourrait en avoir un deuxième, d'où l'idée de ne pas être en train de penser à la rechute, parce que c'est un risque qui est là et que parfois on est dans cette peur. J'ai eu un cancer, peut-être que je pourrais en avoir un deuxième, être un petit peu craintif. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on ne guérit pas? Je ne me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, on est dans une phase où, quelque part, on a une vie normale, si on prend soin de sa santé. On ne sait pas dire jusqu'à quand on aura cette vie normale, mais en même temps, monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas eu un cancer, quelque part, ils sont aussi comme nous. On ne sait pas s'ils auront quelque chose demain. Donc, je ne sais pas si on ne peut pas dire que les gens sont guéris. Ça, c'est ma réponse à moi, on va dire. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Et du coup, Tantine Mimi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant tout ça? Avant cette épreuve, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Je sais qu'au début, tu as dit que tu n'avais pas vraiment d'informations par rapport au cancer du sein, ni rien, ni rien. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? La sensibilisation à ces moments-là. Peut-être, je me dis, si j'étais mieux sensibilisée, si je m'intéressais un peu plus, si j'avais aussi dans ma communauté les femmes qui en parlaient. Parfois, on écoute beaucoup plus sa communauté parce qu'on la côtoie. Si, voilà, je pouvais me faire dépister plus tôt. C'est ça. J'aurais voulu être informée, que je puisse faire la mammographie. Je n'ai pas fait des mammographies avant le cancer de sein. Tu avais quel âge en 2012? J'avais 40 ans. Ah oui. En même temps, 40 ans, on est trop jeune, sauf si on a des facteurs et de risques familiaux, que ta maman ou des tantes auraient eu un cancer. C'est autour de 50 ans que l'on fait en routine des dépistages, mammographies et tout ça. Même parfois, ils commencent un peu plus vers 45 ans ou des choses comme ça, mais 40 ans, c'est jeune. Ici, maintenant, l'âge moyen du cancer, c'est 62 ou quelque chose comme ça. Donc, 40 ans, c'est jeune. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on aurait pu en parler, mais 40 ans, on n'en aurait
on n'aurait pas nécessairement fait un dépistage, d'où encore je reviens à cette idée de dire, bah, tiens, c'est une grande chance que vous avez eu que ce médecin, qu'il palpe et il fasse directement quelque chose. Parce que 40 ans, théoriquement, vous n'aurez pas fait de dépistage. Mmh. Les jeunes, sauf si enfin, si on n'a pas la notion que vous avez un membre de famille qui a eu un cancer du sein, 40 ans, vous êtes jeune, si vous vous plaignez de rien, c'est très probable qu'on ne fait rien comme dépistage. Mmh. Alors ici, peut-être qu'on ne va pas faire de dépistage actif, d'où l'intérêt peut-être de la sensibilisation, c'est de se dire qu'on peut palper ses seins soi-même. On peut apprendre ça hein, en dehors de la phase des règles, avant que les règles ne commencent, en dehors de cette phase-là, avoir l'habitude de gentiment palper ses seins, palper un petit peu les selles, avoir un peu une image, donc regarder ses seins, comment ils sont. Ah bah tiens, ici j'ai un peu comme de la peau d'orange, c'est pas normal, il y a une différence, c'est pas forcément un cancer, hein. Tiens, Mmh. je sens quelque chose, je peux en parler à mon médecin traitant Mmh. qui va faire un examen. Alors ça oui, mais sinon, d'office, 40 ans, on fait pas de dépistage, sauf si on sent quelque chose et là, on n'est plus dans la prévention, mais voilà. Donc la prévention ici qu'on pourrait partager, hein, sensibiliser, c'est que les femmes apprennent à connaître leurs seins, les palper, Mmh. pour pouvoir être attentives s'il y a quelque chose qui change. Parce que l'âge moyen, c'est autour de 60 ans, mais il y a des femmes de 30 ans qui peuvent avoir un cancer du sein. Mmh. C'est plus rare, mais ça existe. Mmh. Et donc ici, ce qui les aidera, ces femmes-là, bah, c'est de connaître ces seins et de pouvoir les palper régulièrement, quoi. Mmh. Donc voilà. Est-ce que, docteur, vous pouvez nous parler de l'Octobre rose? D'Octobre rose, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le mois qu'on a choisi, je ne sais pas pourquoi octobre, mais pour pouvoir justement sensibiliser, parler du cancer du sein partout. Tout le monde voit les rubans roses, on entend ça. Pour sensibiliser et continuer à sensibiliser, pour dire c'est vrai que les taux de rémission, de guérison sont très importants, mais si plus on sera sensibilisé, plus on sera actif, pour dire qu'à la fin, peut-être qu'on enlève 3 fois rien, une tête d'épingle, plutôt que de faire une chirurgie qui est quand même délabrante, et parfois il faut enlever le sein et des choses comme ça, mais vraiment sensibiliser, ça existe, il faut le savoir, il faut prendre soin de soi Mmh. et pouvoir s'auto-palper, hein, c'est une Mmh. forme de dépistage. Et par rapport à ça, en plus de se dépister et tout ça, mais tu l'as un peu évoqué, mais l'hygiène de vie, super important pour le cancer du sein, mais pour tout finalement, c'est vraiment la base, moi j'ai envie de dire, de pouvoir avoir une alimentation équilibrée en quantité, en qualité, boire suffisamment, dormir suffisamment, gérer son stress, parce que je pense que c'est très très important, et faire de l'exercice physique. Alors que ce soit dans une salle de sport, que ce soit marcher pour aller au travail plutôt que de prendre le métro ou Mmh. prendre son vélo, mais c'est vraiment la base pour prendre soin de soi. Et vraiment, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui est important. Les émotions, c'est important de pouvoir les exprimer. Alors, on ne va pas les exprimer partout, tout le temps, n'importe comment, mais elles doivent avoir une place. Elles doivent vraiment avoir une place parce que on dit que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Je suis pas bien, je suis en Mmh. colère, que ce soit contre Dieu, contre les hommes. Qu'est-ce que je fais de toutes ces émotions que je n'exprime pas? Je les garde, je les garde. Et on dit quand même que ça pourrait avoir un impact dans Mmh. l'évolution des maladies en général et du cancer aussi. Mmh. Voilà. Donc c'est pas que je suis en colère, je vais avoir un cancer quand même, c'est pas ça le raccourci, mais en plus peut-être de ma qualité de vie, si en plus je passe ma vie à me ronger les freins avec des choses qui me pèsent, ça a un impact sur la santé. Moi, j'en Mmh. suis profondément convaincue. Ça va participer en tout cas à Mmh. l'éclosion de maladies, qu'elles soient auto-immunes ou autres, Mmh. ou des cancers. Et donc, prenons soin de nous. On ne maîtrise pas notre génétique, on ne maîtrise pas l'environnement, la pollution et tout ça, mais notre hygiène de vie, on peut la maîtriser. Un peu comme tu as dit à un moment, même de choisir son environnement. Voilà, Parfois, il y a des gens, il faut pouvoir Les écarter. s'éloigner d'eux parce voilà, qu'ils ne nous font pas du bien. Mmh. voilà. Et soi-disant pour ne pas leur faire du mal, pour ne pas les impacter, qu'ils ne prennent pas mal, mais c'est notre santé qui va en pâtir. Mmh. Et ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça, je crois que c'est super Mmh. important. Prenons soin de nous et on prendra mieux soin des autres par après. Mmh. Mmh. Et alors, qu'est-ce que l'Octobre rose veut dire pour toi aujourd'hui? Ou qu'est-ce que toi tu fais pendant ce mois pour sensibiliser ou... Mais voilà, il y a des événements qui sont organisés hein, au mois d'octobre. J'ai parlé à ma communauté. Dès que je suis quelque part, je vois les femmes, c'est spontané. Mm.
J'ai pas le problème dans notre communauté, c'est que, quand quelqu'un parle, par exemple, du cancer de sein, on commence à s'imaginer beaucoup de choses. C'est pas un tabou, hein, on doit libérer la parole. OK. Pour sensibiliser dans notre communauté, il faut libérer cette parole-là. Octobre rose, c'est juste un mois sur 11, 12. sur 12 plutôt, pour sensibiliser les femmes. Mais pour moi, c'est toute l'année, c'est toute une vie. C'est pas suffisant, Octobre rose. Il faut en parler tout le temps. Quand on a l'occasion, en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas facile aussi, hein. Je suis d'accord, c'est pas facile de parler à une femme qui pense être en bonne santé, qui tout va bien, elle a tout, et puis toi tu viens lui demander, il faut faire des mammographies de temps en temps. C'est pas facile, il faut lui donner les temps, d'où l'importance d'en parler régulièrement. Et puis ça finira par rentrer dans la tête. Voilà. Mais je pense aussi que dans notre communauté, il y a ce petit truc de on ne veut pas appeler la maladie. Donc on a peur de prendre certaines assurances, par exemple, parce qu'on se dit oui, il ne faudrait pas que j'appelle cette chose à moi. Donc je pense que ça, c'est aussi peut-être un frein dans le fait que certaines personnes ne se sentent pas forcément concernées et ne veulent même pas y penser. C'est ça. Mais pendant que tu parles de ça, je me souviens, un jour, j'étais à la porte de Namur, dans un salon, et j'entends les femmes qui papotent entre elles. Il y en a une qui dit, oui, vous savez, telle personne a un cancer de sein. Et les femmes qui étaient là commencent à dire, ah ben, elle a un cancer de sein. Il y en a une qui sort une phrase qui, jusqu'aujourd'hui, vraiment, ça m'avait fait mal à l'époque. Il dit, ah, je préfère mourir du VIH que du cancer de sein. Et pourtant, les cancers de sein, elle est mieux soignée, surtout ici en Belgique. Donc, on n'a pas l'information. On se fait des idées dans la tête. Il faut en parler, il faut sensibiliser. Voilà. Et si les femmes qui nous regardent, tu voulais qu'elles retiennent une chose de ton parcours, ce serait quoi? Il y a une vie après les cancers. Quels que soient les cancers, mais bon, moi je parle du cancer de sein. Il y a une vie après. On peut guérir d'un cancer. On peut être féminine. On peut prendre soin de soi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on vit encore mieux après. Parce qu'on s'est dit, on a traversé tellement de choses, il faut profiter de la vie. Mais pour cela, il faut se battre. Il faut d'abord sensibiliser. Et ben, quand c'est toi, c'est toi. Il faut te battre, il faut te faire soigner. Ce n'est pas une fatalité. Les cancers de sein se soignent. Il ne faut pas garder pour soi. En parler, c'est déjà guérir. Voilà. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses maintenant dans l'accompagnement de la femme. Donc évidemment, il y a tout le médico-médical, radiothérapie, chimiothérapie qu'on sort, mais il y a les cliniques du sein, il y a des programmes avec de la revalidation après, du travail sur l'image de soi, on fait du sport. Il y a vraiment tout un programme qui est mis en place pour dire, et même déjà pendant la maladie, déjà, on encourage à faire du sport, il y a des cours de sport, on va dire, qui sont proposés, parce que ça va aider aussi à être moins fatigué, à mieux supporter les traitements, à ne pas se décharner, parce qu'il y a quand même un impact au niveau musculaire et tout ça, d'où le fait que tu ne marchais plus et tout. Donc, garder le plus possible les muscles actifs et toniques. Et donc, on s'occupe de la femme, pas que au niveau médico-médical, et après aussi des programmes où on apprend peut-être même des choses. Moi, je pense à une patiente de la maison médicale où je travaille, des choses même qu'elle n'avait jamais fait. Un programme avec une conseillère en images, des choses comme ça pour dire la vie continue et peut-être, comme tu dis, elle peut être, si pas aussi belle qu'avant, peut-être même plus belle. Voilà. Et surtout avec ce goût de... il y a un autre goût de se dire, mais c'est précieux et ça peut pas... Du jour au lendemain, j'étais tranquille en train de bosser, on m'appelle, ah, t'as un cancer, ah, peut-être que je vais mourir, ah, ben je suis pas morte.
la vie, elle a un autre goût quand même. Mhm. Donc voilà, il y a toute une infrastructure, en tout cas ici en Belgique, qui est mise en place et c'est dommage de ne pas en profiter, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, je me rappelle, à un moment donné, j'ai sensibilisé, j'écrivais des petits mots sur les réseaux sociaux et j'ai sorti mon propre slogan qui s'appelle ELVC et la vie doit continuer. On doit continuer. J'ai côtoyé un autre environnement aussi que je ne connaissais pas, c'est-à-dire vous êtes entre vous, des gens qui ont souffert d'un cancer, quelle que soit la forme, et vous essayez de vous en sortir. Mais là aussi, c'est pas évident parce que vous ne savez pas qui va vous laisser demain. Et d'ailleurs, moi, j'ai côtoyé des gens, il faut avoir un mental. J'ai côtoyé des gens qui ont perdu la bataille. Mhm. Mais on s'est dit, mais on va continuer quand même. C'est ça. Et la vie doit continuer. Mhm, mhm. Donc voilà. Eh oui, la vie doit continuer. Pour un petit exemple, moi j'ai fait mes études secondaires avec une amie qui a eu un cancer du sein aussitôt avant 50 ans. Elle n'est plus là aujourd'hui pour nous partager son expérience. Au Canada, donc un pays où les infrastructures sont développées et tout Mhm. ça, mais et ici c'était pas une question de mental, mais par exemple elle a fait un AVC sur sa chimio, donc du coup la chimio a été arrêtée, et voilà, et puis finalement quand ça a été repris, enfin bref, en tout cas elle est décédée il y a déjà quelques années Mhm. et elle n'avait pas 50 ans. Donc oui, le mental, oui, entourons-nous. Après, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, on ne peut que se battre que sur ce qui nous appartient Mhm. à nous. Et puis pour le reste, ben oui, c'est difficile, d'où justement l'intérêt de profiter de l'instant présent, comme tu Voilà. disais, parce que c'est ce qui nous appartient. On sait qu'on est là, On est là. Mhm. avec ce qui est là maintenant, demain on ne sait pas. C'est une Et donnée qui est incertaine, hein. tout à fait, tout Voilà. à fait. Et alors, docteur, vous nous avez apporté je ne sais pas Une si petite je dois dire, maquette, une on va dire. maquette, voilà, de Mhm. votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ici, ce livre, c'est un livre que j'ai écrit parce que je suis passée par la case du cancer du sein aussi. Mhm. Et j'ai eu besoin d'écrire. C'était plus fort que moi, il fallait que je sorte tout ça. Et donc au départ, c'était juste un acte thérapeutique. Et puis d'acte en acte, finalement, ça commence à prendre forme. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et donc j'ai été jusqu'au bout un petit peu de mon histoire. Et l'angle que j'ai pris, c'est est-ce que le cancer est plus facile à vivre quand on est médecin que pas? Parce que voilà, on a beau être médecin, on n'est pas protégé contre la maladie et donc on passe aussi par cette case-là et donc c'est un peu, mon témoignage, à moi. En tout cas, on en attend la sortie. Voilà. On espère la voir ici en Je premier. l'espère, évidemment. Alors, tantine Mimi, pour clôturer, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Si tu voudrais t'adresser à une femme qui passe par là ou à quelqu'un qui vient d'avoir cette nouvelle, tu peux t'adresser à ta caméra et lui apporter tes mots. Merci Kelly, hein, merci. Moi, mon message, c'est je vais m'adresser à la communauté congolaise. Mm. Je voudrais que la parole soit libérée. Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation, surtout en RDC. J'ai eu à côtoyer des femmes qui souffrent du cancer de sein, j'ai visité les hôpitaux. C'est pas encore ça. Il faut des structures, il faut qu'on parle, il faut qu'on puisse chercher d'autres moyens pour pouvoir permettre même à notre maman qui vend au marché de se faire dépister. Parfois, ils n'ont pas le moyen pour la mammographie. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je demande aussi à toutes les femmes dans notre communauté d'en parler autour d'elles. Et d'ailleurs, les cancers de sein ne concernent pas que les femmes, hein. Mmh. Les hommes peuvent aussi avoir les cancers de sein. Mmh. Si nous pouvons en parler, c'est déjà vaincre. Parler autour de nous et aussi nous soutenir. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci beaucoup. C'est très encourageant. Et alors, docteur, un mot de la fin aussi pour vous? Mon mot de la fin, je l'ai déjà un peu dit, mais je vais le répéter. Donc l'hygiène de vie. Oui. L'hygiène de vie, prendre soin de soi, Mm. de ses émotions, de ses relations. Mhm. Pour moi, c'est la base. Mhm. Et comme dit Tantine Mimi, parler.
pouvoir parler. Après, il faut savoir aussi à qui on parle. Voilà, Il faut donc encore cet entourage qu'on se choisit, voilà. mais pouvoir parler, ne pas faire de tabou. Et je pense que c'est important parce que ça permet de libérer justement nos émotions, hein, voilà, et d'avoir probablement, enfin, potentiellement une aide, un conseil. Ah ben tiens, tu pourrais faire ci ou ça. Enfin, moi, je connais tel médecin ou telle personne, et je pense que c'est le commencement. On s'ouvre des portes. Et voilà, c'est ça mon mot, mon mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Tantine Mimi. Merci d'être venue partager ton témoignage avec nous. Il était très important et très touchant. Donc, merci à beaucoup. toi. J'espère qu'il pourra édifier des femmes, pas seulement dans la communauté d'ailleurs, C'est qu'il pourra ça. tout type de femmes et Voilà. qu'il pourra atteindre des horizons un peu partout. Et qu'on pourra encore, comme tu as dit là tantôt, réduire encore le Tout à pourcentage fait, tout à fait. et avoir encore et vivre mieux. C'est ça. Merci beaucoup, docteur, comme Merci, d'habitude. Camille. Merci pour l'analyse, l'expertise, les mots, le livre en inédit. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et alors, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant cette émission. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye. Bye. En tout cas, merci beaucoup, Merci. Tantine. Merci. Très belle Je émission. prends Wow. soin de toi. Beau l'amour, On a la lancé le- santé mentale, beau l'amour, la santé sociale, beau l'amour, la santé physique, beau l'amour, c'est psychologique. La santé mentale, la santé sociale, la santé physique, c'est psychologique. La santé mentale.